Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une longue série de vidéos qui va traiter les différents sujets du bac français en mathématiques. En l'occurrence aujourd'hui, première vidéo donc sur le bac de 2022, en l'occurrence le sujet 2, précisément les probabilités et le conditionnement / variable aléatoire. Oui, ça va être long. Le sujet lui-même, vous pouvez le constater, voilà, il est relativement long. Donc, prenez le temps, asseyez-vous, posez-vous, réfléchissez correctement à chacune des questions, n'essayez pas de vous presser. L'idée, c'est de, plus vous vous entraînez ici aux différents raisonnements, surtout en probabilité, moins vous aurez de temps perdu durant l'examen, car tout de suite vous comprendrez ce qu'il vous sera demandé et pourrez du coup opérer de façon tout aussi optimale, d'autant plus optimale. Si vous souhaitez faire l'exercice, je vous laisse mettre pause maintenant. Et j'espère que vous avez réussi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, nous sommes là pour essayer d'apprendre tous les deux ensemble. Si tu as des interrogations, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as des doutes sur ce que tu as fait, n'hésite pas à me l'envoyer, que ce soit sur X ou sur Instagram, en capture d'écran pour que je puisse voir. Évidemment, en supposant que tu aies une écriture relativement lisible. Toujours est-il, on va donc passer tout de suite maintenant à la correction. Par ailleurs, pour les plus intéressés d'entre vous, il y a dans la description mon lien Superprof pour des cours particuliers, du coup en physique cette fois, pour ceux à qui ça intéresserait tout simplement. Alors, rapidement, de quoi il s'agit dans cet exercice? Nous avons donc un animal, en l'occurrence le coyote, qui est souvent malade. Qui est souvent malade plus précisément dans 70% des cas. Et l'idée en fait, c'est qu'on a des tests pour déterminer cette maladie, sauf que parfois on a des faux positifs. Des faux positifs qui apparaissent en fonction de si le coyote est effectivement malade ou s'il ne l'est pas. Et du coup, notre travail durant cet exercice sera de démystifier un petit peu les corrélations, ou non-corrélations d'ailleurs, du coup, entre maladie et tests positifs. Je m'excuse d'ores et déjà pour les bruits extérieurs lorsqu'il y en a. Je vis en ville. Alors, les exercices de probabilité, je vous le dénote déjà tout de suite, ce sont des exercices de compréhension pure de l'énoncé. En l'occurrence, là, la question 1, c'est tout banalement remettre en arbre de probabilité l'ensemble des informations qui nous sont données dans l'énoncé. Et c'est régulièrement le cas pour les exercices de probabilité, c'est vraiment de la pure compréhension de texte qu'il faut retranscrire en mathématiques. C'est donc pour ça c'est assez simple, mais c'est d'autant plus simple que vous vous entraînerez auparavant. Parce que c'est sûr que de prime abord comme ça, le mur peut être assez violent. Mais de toute façon, vous verrez tout de suite, c'est pas très compliqué, vous l'avez sûrement déjà vu en classe. Donc, question 1, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'arbre de probabilité qui se fait comme ça, avec M et l'événement contraire de M, M bar. Ensuite, T, enfin là je recopie l'énoncé, hein, rien de bien méchant. Donc M, c'est l'événement le coyote est malade. M bar, du coup, par définition, c'est l'événement le coyote n'est pas malade. Et ensuite, qu'il soit malade ou pas, on effectue à chaque fois un test. Et si le test est positif, c'est l'événement T. Et si le test est négatif, c'est l'événement T bar. En l'occurrence, on nous dit dans l'énoncé que 70% des coyotes sont touchés par cette maladie, donc sont effectivement malades. Donc, on a donc 0,7 pour M, et par définition 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3 pour M bar. Si le coyote est malade, le test est positif dans 97% des cas. Donc ça veut dire que si M est vérifié, alors T est vérifié à 0,97. Et là, événement contraire, vous connaissez la musique, 1 moins 0,97, ça fait 0,03 pour l'événement contraire d'être positif. Et si le coyote n'est pas malade, le test est négatif, donc T bar, dans 95% des cas. Donc 0,95 pour T bar. Événement contraire de T bar, c'est T, donc 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. Question 2. Question 2, on nous demande de déterminer la probabilité que le coyote soit malade et que son test soit positif. Donc ça, il faut le réécrire en événement. Malade, c'est l'événement M, test positif, c'est l'événement T, et on veut les deux en même temps, donc ce qu'on veut, c'est M inter T. Donc là, ce qu'on veut, c'est du coup P de M inter T.
voilà, qui, par définition, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est ça, c'est là où j'ai mis la croix, c'est-à-dire qu'on veut aller comme ça, puis comme ça. Tout simplement, du coup, ça fait pour trouver la probabilité d'un événement dans un arbre, il faut multiplier toutes les sous-branches qui ont été traversées dans cet arbre. En l'occurrence, ici, ce serait du coup P de M facteur de P de T sachant M. P de T sachant M. Ça c'est un truc que je dis toujours à mes élèves, sachant que les probabilités, comme je vous ai dit, c'est de la pure compréhension de texte, il n'y a pas énormément de formules, ni énormément de raisonnements à avoir, plus de raisonnements que de formules, prenez le temps de toujours, mais vraiment absolument toujours, écrire les formules lorsque vous faites vos exercices en probabilité, et ne mettez que les chiffres à la fin, parce que les chiffres, on s'en fiche, entre guillemets. Ce qui nous intéresse, c'est le raisonnement que vous faites, et du coup, c'est pour ça que là, vous avez vu, j'ai mis le nom des événements, tout simplement. Et ensuite, maintenant, je vais remplacer par les chiffres. En l'occurrence, ça ferait 0,7 facteur de 0,97, hop, qui donne un chiffre, peu importe lequel, j'ai pas la calculatrice sous la main, je ferai tous les calculs à la fin. Je vais avancer sur donc, la question 3. La question 3, du coup, où on me demande de déterminer la probabilité de t, et là, du coup, il faut utiliser ce qu'on appelle en probabilité la formule des probabilités totales, c'est-à-dire qu'on va faire la somme de toutes les branches dont la terminaison c'est t. En l'occurrence, dans notre cas-ci, ce serait donc cette branche-là et cette branche-là. Donc ce sont ces deux-là qu'on va additionner et qui vont nous donner du coup la formule de probabilité totale. Si j'avais d'autres branches qui finissaient par t, je les aurais aussi rajoutées. C'est vraiment ça la logique derrière, derrière la logique des probabilités totales. Donc on va faire l'addition tout de suite. Hop. Oui, donc P de t est égal à la première branche, celle du haut, c'est tout simplement celle qu'on a fait juste avant. En l'occurrence P de M inter T, plus l'autre, P de celle du bas, P de M inter T bar. Je vais le préciser comme ça, hop, P de T inter M et P de M bar inter T. Ce sont ces deux-là que nous avons ici. Ok, hop, je disais donc, ce qui est égal à 0,7 facteur de 0,97 plus 0,3 facteur de 0,05 qui du coup devrait nous donner 0,694. Ça c'est à vérifier, hein. Parce que j'ai pas la calculatrice. Je ferai tous les calculs d'un seul coup à la fin. C'est pas... si vous le faites, faites les calculs au fur et à mesure. Hein. Moi, c'est juste par simplicité. Je pars du principe qu'il y a peu de chances que je me trompe. La question 4, on me demande de calculer la valeur prédictive positive du test, c'est-à-dire, et ils l'ont dénoté, expliqué juste ensuite, qu'on nous demande de calculer la probabilité, l'événement, le coyote soit effectivement malade, sachant que son test est positif. Donc concrètement, ce qu'on nous demande, coyote malade, sachant test positif, donc ça veut dire, si je le relis en événement, M sachant T. Donc on nous demande tout simplement la probabilité de M sachant T. Probabilité de M sachant T, ça c'est le cours qui nous le donne. Hop. C'est égal à P de M inter T, le tout divisé par la probabilité du sachant, en l'occurrence le T, donc P de T, qui ont tous les deux été calculés auparavant, donc ça fait 0,7 facteur de 0,97, le tout divisé par, ça c'est l'énoncé qui nous le dit, donc 0,694, hop, ce qui nous donne une certaine valeur. Comme je vous ai dit, je ferai tous les calculs ensuite. Question 5.
Par analogie avec la question précédente, proposer une définition de la valeur prédictive négative du test. Si la valeur prédictive positive, c'est le fait que le coyote il est malade et effectivement son test soit positif, logiquement, la valeur prédictive négative, du coup, ce serait tout simplement l'événement le coyote n'est pas malade et le test est effectivement négatif. Je sais pas si c'est absolument clair, si ce n'est pas le cas, vous me le direz en commentaire dans tous les cas. Toujours est-il. Donc pour la 5A, qu'est-ce qu'on a ? Donc on nous demande tout simplement P de M bar sachant T bar, qui, toujours la même formule du A sachant B, en l'occurrence là ce serait P de M bar inter T bar, le tout divisé par l'événement contraire, par P de T bar, c'est-à-dire 1 moins P de T. Non, je préfère mettre le détail, donc je vais d'abord bien écrire P de T bar, et ensuite hop, M bar inter T bar divisé par 1 moins P de T. Voilà. Du coup, c'est égal à 0,3 facteur de 0,95. Hop. Le tout divisé par 1 moins 0,694. Qui nous donnera un chiffre, peu importe lequel. On fera toutes les applications numériques ensuite. Alors donc, après calcul, application numérique de nos différents résultats, on a donc bien obtenu 0,679 pour P de M inter T, on a bien obtenu le 0,694 qui était voulu dans l'énoncé pour P de T, et ainsi de suite, 0,978 pour P de M sachant T, et 0,931 pour P de M bar sachant donc T bar, qui est donc la valeur prédictive négative du test. Pour le petit b, on nous demande, la 5 petit b de la partie A, on nous demande de comparer les valeurs prédictives positives et négatives du test. En l'occurrence, on voit qu'elles sont assez élevées dans les deux cas, ce qui est bien le signe que notre test en fait fonctionne, plus ou moins quand même. Nonobstant, il est plus efficace à dépister les résultats positifs que les résultats négatifs, vu que pour P de M sachant T, on a 0,97, tandis que pour l'autre, on a 0,93. Donc il est plus efficace pour ça, et dans tous les cas il est très efficace, voilà. Je vois pas trop ce qu'on pourrait dire d'autre. Je ne l'écris pas, je vais l'écrire succinctement parce que c'est du français là. Test fonctionnel, voilà. Évidemment pour vous, vous écrivez en français avec des phrases ce que je viens de vous expliquer. Voilà, test fonctionnel, plus meilleur pour le positif que pour le négatif. Meilleur pour le positif. Hop. Bien sûr, je vous laisse mettre en français avec des phrases correctes, sujet, verbe, complément, comme dirait l'autre, ici. On va donc passer à la partie B de cet exercice, partie B qui, je crois, est sur les variables donc aléatoires. On rappelle que la probabilité qu'un coyote capturé au hasard présente un test positif est de 0,694. Donc on nous demande quelle loi va suivre la variable aléatoire qui a un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, associe donc le nombre de coyotes dans cet échantillon. Ça veut dire qu'on prend 5 coyotes au hasard, sachant que, comme on l'a vérifié précédemment dans la partie A, chaque test... la probabilité d'avoir un test positif est de 0,694. On a donc 5 tests avec une probabilité qui suit, sachant que les coyotes sont capturés au hasard. Il n'y a donc a priori pas de lien particulier entre les différents tests qui seront réalisés sur les 5 coyotes. Tous ces éléments mis à bout. On a donc, j'ai pris le temps de réécrire hors champ, parce que sinon ça va être long si vous me regardiez juste écrire. On a donc les coyotes qui sont choisis au hasard dans leur population. On peut donc supposer que chaque tirage est indépendant les uns des autres, c'est-à-dire que les coyotes, qu'a priori on les a pris sur des zones différentes. Il n'y a aucune raison de croire que les coyotes soient liés les uns entre les autres, ce qui pourrait potentiellement changer le résultat d'un test. Toujours est-il.
On peut donc supposer raisonnablement que les tests sont indépendants les uns des autres, avec une probabilité de test positif de 0,694, qui correspond tout simplement au P de M, sachant P de M inter T de tout à l'heure. Auquel cas, on a donc bien un schéma de Bernoulli à 5 étapes, et donc tout simplement x suit, la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètre 5 et de probabilité de succès 0,694. Alors rapidement, je prends 2 minutes pour resituer, pour ceux qui seraient potentiellement un petit peu perdus. Une épreuve de Bernoulli est donc un problème avec deux issues, dont l'une est définie comme étant un succès et dont on connaît la probabilité. Et un schéma de Bernoulli est une succession de plusieurs épreuves de Bernoulli. C'est-à-dire que chaque fois, vous avez deux possibilités et vous retentez votre chance à chaque fois. Bien sûr, chaque itération étant indépendante de toutes les itérations précédentes. C'est comme ça qu'on définit donc un schéma de Bernoulli. Et lorsque ce schéma est refait, lorsque l'épreuve de Bernoulli qui se trouvant dans le schéma est répétée 5 ou 6 fois, c'est justement ça le N de notre schéma de Bernoulli. Donc là, en l'occurrence, on a un schéma de Bernoulli qui est répété 5 fois, c'est-à-dire qu'on teste 5 coyotes différents avec comme issue, soit ils sont malades et le test est positif, soit ils sont pas malades et le test est négatif. En l'occurrence, donc, avec le succès qui étant le dépistage, donc malade et test positif, donc à 0,694, qui est répété 5 fois, ce qui aboutit donc fatalement à un schéma de Bernoulli de paramètre 5 et de probabilité 0,694. Et le schéma de Bernoulli est associé justement à la loi binomiale derrière. Et du coup maintenant, question B, calculer la probabilité que l'échantillon qu'on ait un seul test positif dans l'échantillon de 5 coyotes que l'on a. Donc ce que nous demande tout banalement, c'est la probabilité que P de x est égal à 1. P de x est égal à 1. On demande de calculer la probabilité qu'une variable aléatoire qui est issue d'une loi binomiale de paramètre 5 et de probabilité de succès 0,694 valent 1. Je vous rappelle que P de x, ça c'est le cours qui le dit, P de x est égal à K pour une loi binomiale, c'est K parmi n, le tout facteur de P puissance K, facteur de 1 moins P, le tout à la puissance n moins K, où K parmi n, c'est égal à n factoriel divisé par n moins K factoriel, le tout fois K factoriel. Tout ceci, ce sont des formules de cours. Normalement, ça ne devrait pas être nouveau pour vous. Tout du moins, je le souhaite. Et du coup, appliqué à ce que nous, on veut, c'est-à-dire P de x est égal à 1, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 parmi 5, tout simplement, facteur de 0,694, excusez-moi, 94 facteur de 1 moins 0,694 à la puissance 5 moins 1, à la puissance 5 moins 1, voilà, qui est égal à 5 factoriel divisé par 4 factoriel, facteur de 1 factoriel fois 0,694 facteur de 1 moins 0,694 facteur de puissance 4, qui nous donne un chiffre. Je ferai les applications numériques ensuite. On va passer à la question 1C. La question 1C où on nous demande si l'affirmation « est-ce qu'il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins 4 coyotes sur 5 ait un test positif ?» on nous demande de faire une réinterprétation mathématique d'une phrase en français. En l'occurrence, est-ce qu'il y a plus d'une chance sur 4 ? Est-ce que la probabilité d'un événement est supérieure à 0,5 ? Voilà. En l'occurrence, quel événement ? C'est l'événement 4 coyotes sur 5 ait un test positif. 4 coyotes sur 5 ait un test positif, ça veut dire au moins 4, donc sachant qu'il y en a 5, ça veut dire 4 et 5, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à 4. C'est ça qui nous est demandé. Est-ce que P de x supérieur ou égal à 4 est cette probabilité-là est-elle supérieure à 0,5 ? Le meilleur moyen de le savoir, c'est tout simplement de calculer P de x supérieur ou égal à 4. P de x supérieur ou égal à 4, qu'est-ce que ça veut dire ?
ça veut dire P de x est égal à 4 déjà, puisque c'est ou égal, et P de x est égal à 5, vu que c'est supérieur à 4. Et on s'arrête là parce que il n'y a que 5 coyotes par échantillon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer P de... on va calculer P de x est égal à 4 plus P de x est égal à 5. Hop. Ok. Et ça, tout ça, vous le mettez à la calculatrice. Ça vous donnera un chiffre. C'est ce qu'on verra à la fin lorsque je ferai les applications numériques. Question 2, et c'est la dernière question de cet exercice, tout simplement. Pour cette dernière question, on a donc des vétérinaires qui veulent tester un médicament et donc ils ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. La question c'est combien de coyotes est-ce qu'il faut choper dans la nature pour être sûr d'en avoir au moins un qui soit effectivement malade et qui présente donc un test positif. Et du coup, en gros, ça revient à rétro-ingénierer d'une certaine façon notre variable aléatoire x, en ne supposant plus que n est égal à 5, mais en laissant varier n. Et la question c'est, quel n est-ce qu'il nous faut pour que p de x strictement supérieur à 1 est égal à 0,99. Pour quelle valeur de n? C'est ça la question qui vous est posée à cette dernière question. Plus précisément d'ailleurs, c'est pas égal 0,99, c'est supérieur à 0,99, supérieur ou égal, peu importe. Alors comment est-ce qu'on va faire? P de x supérieur ou égal à 1, déjà on peut le réécrire, P de x supérieur ou égal à 1, on peut le réécrire comme étant 1 moins P de x, l'événement contraire de P de x est égal à 0, vu qu'au final le seul cas qui n'est pas concerné lorsque P de x est supérieur ou égal à 1, c'est lorsque x est égal à 0, justement. Du coup, plutôt que de calculer la somme de tous les événements x est égal à k pour x supérieur à 1, on va juste calculer l'événement contraire qui n'a qu'un seul événement à calculer, ce qui est plutôt avantageux, en l'occurrence lorsque x est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça nous fait si on remplace? On a donc 1 moins P de x qui est égal à 0, qui est supérieur ou égal à 0,99, ce qui équivaut à moins 0,01 moins P de x est égal à 0. On va d'ores et déjà supprimer les signes moins, auquel cas j'inverse le signe de mon inéquation. Donc là, inférieur ou égal. Voilà. J'explose le P de x est égal à 0 avec la formule du cours, donc ça me fait 0 parmi n facteur de P puissance 0 facteur de 1 moins P à la puissance n moins 0, c'est-à-dire n, le tout inférieur ou égal à 0,01. Là, on fait que des maths pures et dures, hein. Normalement, j'espère que vous me suivez. Auquel cas, là-bas, 0 parmi n, ça nous fait tout simplement n factoriel divisé par n factoriel facteur de 0 factoriel. 0 factoriel, par définition, ça vaut 1. n factoriel sur n factoriel, ça fait 1. Donc, en fait, ce truc-là disparaît. Enfin, disparaît, il vaut 1. Ne me reste donc plus que p puissance 0, ça fait 1. N'importe quoi à la puissance 0 fait toujours 1, donc il ne reste plus que 1 moins p à la puissance n, qui est donc inférieur ou égal à 0,01. Et là, nous ce qu'on veut, ce qu'on recherche, on rappelle, c'est le n tel que ce truc-là est inférieur à 0,01, et sauf qu'il est en puissance, donc on ne peut pas exactement l'atteindre. La technique, l'astuce, c'est d'utiliser la fonction logarithme. Logarithme, pourquoi? Parce que la fonction logarithme est la fonction telle que a puissance x est égal à x fois ln de a. Ln de a puissance x est égal à x fois ln de a, c'est-à-dire que la puissance redescend. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va donc placer le ln de chaque côté.
La fonction logarithme est une fonction croissante sur x. Pardon, oui, est une fonction croissante tout simplement. Donc elle conserve le sens. Auquel cas, elle est croissante sur son ensemble de définitions, donc peu importe là où la place, elle va conserver le sens. Tant que ce sur quoi on l'utilise est positif, si c'est négatif, on ne peut pas utiliser la fonction logarithme. En l'occurrence, c'est positif, donc ln de 0,01 à gauche, à droite, pardon, et à gauche, cette fois, donc on obtient n facteur de ln de 1 moins p. Inférieur ou égal, on divise à gauche et à droite, hop, ln de 0,01 divisé par ln de 1 moins 0,694. On n'a plus qu'à rentrer ça à la calculatrice, ce qui va nous donner une valeur et qui va également nous donner l'occasion de faire l'ensemble des applications numériques de cette partie B. Alors, après application numérique, qu'est-ce qu'on a? On obtient pour n 3,88. Nonobstant, on pense à changer le sens de l'inéquation ici, tout simplement parce que ln de 1 moins 0,694, l'argument est inférieur à 1, donc la fonction logarithme est négative. Oui, donc ça fait qu'on divise par un nombre négatif, donc il faut changer le sens. Je ne suis pas sûr que ce soit clair, je vais le redire. ln de 1 moins 0,694, c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que c'est égal à quelque chose, je dis n'importe quoi, à moins 0,38. Sauf que du coup, ça veut dire que j'ai divisé par quelque chose de négatif, et comme je vous ai dit, quand on divise par quelque chose de négatif dans une inéquation, on change le sens. Voilà pourquoi j'ai changé le sens de cette dernière ligne. Je disais donc, j'ai fait des applications numériques pour l'ensemble de l'exercice en même temps, ce qui nous donne là donc 3,88. N doit être supérieur ou égal à 3,88. Pour la C, donc, on a P de x supérieur ou égal à 4 qui est égal à 0,52. Et pour P de x qui est égal à 1, on a 0,03. Voilà. Donc, je disais... est-ce que la B, elle n'est pas terminée? Enfin, c'est la dernière question, mais... N doit être supérieur à 3,88 minimum. Sauf que N est un entier, donc il faut minimum 4 coyotes. Il faut au moins 4 coyotes pour être sûr d'en avoir un qui permette de vérifier le test. Au moins 4 coyotes. C'était donc le sujet 2 en probabilité pour le bac 2022, qui correspond à l'exercice 1 de ce sujet de bac. Et j'espère que vous avez réussi, j'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas passées un petit peu lorsque vous avez travaillé, n'hésitez pas à me le dire tout simplement en commentaire. Je vérifie que ça tournait toujours. Peu importe. Les épisodes suivants donc, de cette série de vidéos sur le bac seront mis en playlist ou apparaissent déjà à l'écran. Toujours est-il, on se retrouve dans une prochaine vidéo d'exercices corrigés ensemble. Continuez à progresser et travailler sur vos mathématiques au quotidien. C'est vraiment comme ça que vous arriverez à vous créer une certaine dextérité de raisonnement, à être à l'aise dans les différentes... dans votre évolution, tout simplement. Que vous soyez en secondaire ou au supérieur, toujours est-il, c'était Trafalgar Sensei. On se retrouve dans la prochaine room. Out.